Bon, salut Ibrahim, t'es là pour un peu raconter un peu l'histoire du skate à Paris, hein, notamment à la Défense, que tu connais bien. Déjà, comment est-ce que tu es arrivé à faire du skate? J'ai commencé à skater il y a 30 ans exactement. C'était un été en 81, j'ai été dans le sud de la France. J'ai toujours été habile de mes mains, donc j'avais fabriqué un arc. Et je l'ai changé contre un petit skate en plastique de l'époque avec les roulages en gomme. Et quand je l'ai eu, le skate, j'ai su que c'était mon objet. D'accord, donc tu as fabriqué un arc et tu l'as échangé contre un skate. Quelques mois plus tard, je suis allé m'acheter une planche d'occasion à 50 francs à l'époque. Ouais. C'était une Sims, Henri et Thérèse, oh là là. Avec les petites bosses sur les roues à l'arrière. Ouais. C'est hardcore quoi. Et j'ai commencé à skater avec ça. Toi, t'étais début de la génération street quoi. Voilà, des premiers tricks, des banks, des catchs, des boneless. C'était l'époque où on volait en l'air et c'était une de mes époques favorites. On jetait en l'air et puis on essayait des trucs. C'est des lumières, avant s'allumer plus tard. Le skate, ça voulait rien dire, c'est un sport pour des enfants quoi. Je sais pas, c'est comme... Aujourd'hui, tout sport maintenant mérite. Le yo-yo ou le hula-hop. Voilà, à son mérite, on peut devenir professionnel dans n'importe quel sport. Moi, je skatais à Trappes, Saint-Quentin, puis j'ai avancé sur ma ligne de train petit à petit. Et en fin de compte, les mecs de Trappes sont arrêtés, donc je suis allé à Saint-Quentin, où j'ai rencontré Bruno et d'autres skateurs. Bruno Onifitak, d'accord. Asiatique, qui skate tout le temps avec moi, mon frère du skate. On a grandi, on a pris tous les trains pour aller skater. À se galérer pendant des heures parce qu'à l'époque, pour venir d'où on venait, c'était au moins 1 heure pour arriver à Paris. Puis on n'avait pas l'argent, donc on grugeait, il fallait changer de train. C'était la mission quoi. La spécialité de la Défense, c'est que c'est pas un spot parisien. Donc tous les gens à Paris, ils habitent à côté du spot ou pas très loin, donc ils sont parisiens. Et c'était un autre délire. Pour nous, jeunes, on va dire colorés, parce que la Défense est multicolore, on est un peu l'unité à la Stade Benetton, quoi, vénère. Donc il y a des Pakistanais, des Marocains, des Algériens, des Sénégalais, des Maliens, des Guadeloupéens, et même des Russes. On a le tour du monde, mais à la Défense. On s'est tous retrouvés ici parce que c'était le seul endroit où on était chez nous. Personne ne voulait skater à l'époque parce qu'il y avait toutes les KRA. C'était un peu dangereux vu que c'était la banlieue aussi. Tout derrière ici c'était des bidonvilles. Et nous on est arrivés, puis c'était tout nouveau, granit, marbre et des spots partout. Le truc incroyable à la Défense, c'est qu'on a toujours été un peu haute classe du skate. Donc on a voulu prouver on méritait de skater parce que... Vous aviez le level quoi. Parce que partout où on allait, les gens ils nous regardaient, regardez avec leur board. Regarde, les Kaira, nanana. Donc on voulait prouver qu'on savait faire du skate, qu'on n'était pas juste des branleurs avec des skates. Donc on a performé plus que n'importe qui, je pense à Paris à l'époque. On avait un level, il y avait vraiment de tous les styles, flat, big, ramp, mini ramp. On avait vraiment toute l'école du skate regroupée à la Défense avec tous les types de spots. Et toute son histoire aussi, que les gens connaissent dans le skate. Les problèmes de boards qui disparaissent quand tu viens skater avec ta board toute neuve de Street Machine à l'époque. C'est un peu blasant quand tu vois un Parisien qui arrive avec une board toute neuve et qui fait 2-3 tricks et qui la rentre pas et qui squatte toute la journée. Alors que toi, tu te fais chier avec une board en carton presque toute la journée à rentrer des tricks de ouf. Donc tu dis cette board m'ira mieux peut-être, je l'utiliserai mieux que cette personne qui va la casser sur un coup de vénère. Moi je vais la skater pendant 3 mois et je vais la retourner. En gros, première personne qu'on voyait si c'était pas les contrôleurs en sortant de nos trains de banlieue, c'était les Black Dragons qui squattaient direct à la sortie du RR et qui contrôlaient toute personne qui était Zulu, Kaira à l'époque. Comment t'es habillé avec tes chaussures et c'était de la dépouille quoi. Donc t'arrivais, tu faisais pas partie du lieu. Être dépouillé. Puis nous, on était des personnes acceptées grâce à des personnes comme Vassili ou Mourad et Tim Sarrazin, plein de gens de toutes les banlieues qu'on représentait qui connaissaient chacun des gars
d'une banlieue qui faisait partie de tel coup. On a presque tous arrêté l'école avant l'âge légal d'arrêter l'école. Donc on a tous arrêté, c'était dans 5, 4, 3e. On n'a jamais fait des secondaires, quoi. Donc on venait skater tous les jours, du lundi au dimanche, on était là. Et rendez-vous à 14h au Crédit Lyonnais. Bon, c'est un spot de flat, il y a 3 marches mais tu peux rien faire, et un petit curb. Et on était là, on skatait pendant des heures. Puis après on allait au 360, au bâtiment Bulle. Parce que tous les spots, c'est par rapport au bâtiment qui est indiqué. Donc on connaît chaque bâtiment, comment y arriver le plus simple pour que ça roule, parce qu'ici c'est que du parvis avec des petits cailloux. Les chaussures, les casques de Walkman, le hip-hop. On a apporté pas mal de la street culture dans le skate à Paris, qui était déjà existant à l'étranger, aux États-Unis, on va dire. Le truc, c'est qu'on a toujours été des performeurs, donc les premiers gars qui sont commencé à aller aux États-Unis, c'était dans les années 91, 92. Et puis ils y allaient 3 mois, 3-4 mois, ils dépassaient leur visa. Et dont l'un des masters, c'est Marco, qui allait plusieurs années presque là-bas, il s'est même marié là-bas. J'ai eu plein d'histoires dans ma vie que je ne vais pas tout détailler, mais la première fois que je suis allé en Espagne, je venais de sortir de prison. Et je savais pas quoi faire, et puis il y a une copine qui fait ouais, je vais à Mallorca, mais au téléphone j'ai cru que c'était New York, donc j'ai fait vas-y, prends-moi un billet. Je me suis retrouvé à Mallorca, je savais pas quoi faire. C'était la première fois que j'ai arrêté de skater aussi longtemps, 1 an. Et enfin, quand je suis arrivé à Mallorca, à Safachina, qui est le spot master de l'Espagne, tous les Espagnols ils vont en vacances à Mallorca skater là-bas. Et c'est là où j'ai repris le skate et repris du plaisir. À ce moment-là, vers 97 ? Ouais, 97. T'as eu un accident, tu peux nous raconter un petit peu ? J'habitais plus ou moins à Nogent avec une des filles qui a été une fille très importante dans ma vie, qui m'a fait découvrir plein de choses, qui n'avaient rien à voir avec le skate, mais voilà, j'ai eu une vie très importante avec elle. Et puis un matin, j'étais mal réveillé, un peu énervé. Puis j'étais sur le quai de la station RER en train de skater. Et à un moment, j'ai vu le RER arriver. À l'époque, il y avait encore les premières classes et puis c'était style les heures de pointe. Donc je me suis dirigé vers la première classe. Un peu mal réveillé le matin, je suis pas très matinal quand même. Donc plein de crottes de yeux dans la gueule, tout. Et puis je me suis dirigé vers la première classe et le problème c'est que le quai il est en tournant comme ça. Donc j'ai essayé de speeder pour arriver à la première direct dès que ça ouvre au bon endroit vu que c'était à l'autre côté. Et j'ai pas trop fait attention à la courbe du quai. Et il y a des petites bulles de caoutchouc pour les aveugles. Que j'ai fait un skate stop dessus, un vrai hang-up over the top. Et juste à ce moment-là où je suis passé, il y avait le train qui arrivait au même moment et j'ai tapé contre la vitre du conducteur qui a dû me voir arriver sur sa vitre. Et donc au moment où j'ai rebondi sur sa vitre, je suis tombé sur les rails, il a freiné et m'a poussé sur 25 mètres à peu près. Je suis resté bloqué avant le système d'anti-suicide et je ne pouvais pas me déplacer. Je suis resté 1h30 sous les rails. Ouais, ils ont dû soulever la locomotive pour te dégager, quoi. Exactement. Et en fin de compte, moi, tout ce que je voulais, c'était mourir à cette époque. Ouais. Parce que pour moi, le plus important dans ma vie, c'était le skateboard. Il n'y avait rien d'autre, quoi. Moi, je voyais pas ma vie sans skateboard, donc j'avais l'impression que j'avais plus de jambes. Je pouvais pas me lever, bouger. Donc j'étais là, tuez-moi, simplement. La vie est finie, quoi. Puis je me suis réveillé 3-4 jours plus tard à l'hôpital, avec plein de trucs. Puis ça me restera des séquelles à vie. J'ai toujours une barre dans la jambe avec 4 vis qui me tient cette barre. Il t'appelait le miraculé à l'hôpital, si je me souviens bien. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance à l'hôpital. T'as eu quoi, le coude, la hanche et le genou cassé, quoi? J'ai eu des impacts d'os dans le genou. J'ai eu le fémur cassé, le bassin cassé, puis quelques balafres. Mais finalement, je me suis bien sorti quand même. Super bien sorti. Et puis tout le milieu de skate était là. Bon, c'est majorité les gens de la défense sont venus parce que quand même faut oser. Les gens ils nous connaissaient tous, mais on n'était pas tous potes spécialement. Même s'ils nous kiffaient, tu vois, ce qui était avec nous, on n'était pas tous potes. Mais les gens ils m'ont envoyé des magazines, des vidéos, des photos. Tenir c'est le confort, quoi. Que je kiffe la vie, quoi.
que je kiffe la vie, que j'oublie pas, qu'il y a des gens derrière tout ça qui sont là pour m'aider aussi. Et puis pendant longtemps j'ai cru que j'allais pas faire de skate, vu que j'étais blessé vraiment avec des séquelles. Et un jour je suis parti aux États-Unis sur un coup de tête. Je suis arrivé à New York, je suis resté pendant 6 mois et puis il y a un pote à moi qui s'appelle Junebug, que tu connais bien, Bah oui. qui est venu me visiter, un bon pote à moi qui venait à Paris à l'époque. Et donc il est venu me visiter et puis un soir il faisait plein de business avec des magazines, NIC, des pubs et des machins à gérer pour son magazine. Et il m'appelle et avec une meuf qui habite à New York de Chicago qui mixe dans une soirée, il me fait ouais tu peux prendre ma board pour nous rejoindre. Ça faisait 2 ans que j'étais pas monté sur une board, je prends sa board et la banane. Ouais. Incroyable de rouler sur une board et je me suis senti trop bien. Puis il est reparti, il m'a fait garde la board, garde des chaussures, fais du skate. Je sais que t'es pas bien en vrai, t'as besoin de faire du skate. Et j'ai repris le skate à New York et c'est assez plaisant de skate à New York parce que les gens, c'est comme à la Défense, ils t'acceptent pas parce qu'ils te voient comme un étranger qui est là 6 mois parce que c'est les parents l'ont envoyé, l'école ou je sais pas quoi. Mais au bout d'un moment, tu vois, les gens étaient obligés de m'accepter parce que moi je skatais en gros de midi à 7h du matin, j'étais sur tous les spots de New York, ça soit totalement downtown jusqu'à Middle City. J'étais sur tous les spots en train de skater, non-stop, vénère. Et j'ai skaté avec des gens comme tout le team New York. Mes meilleurs potes, c'était Kim Cardona, il y avait Danny Supa, Jeff Peng. Tout le monde m'a aidé, donné du matos. Voilà, Harold Hunter. Harold Hunter qui était un super pote qui m'a toujours invité à venir dormir chez lui, mais j'ai toujours refusé, mais je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est un mec qui avait la main sur le cœur. C'était pas un incroyable skater, mais quand il voulait skater, il faisait des trucs de ouf. Et ça, aux États-Unis, c'est ça que j'ai appris dans le skate. Quand je suis arrivé aux États-Unis, skater aux États-Unis avec des skateurs américains, tu passes à un autre level dans le skate. Il faut être dedicated. Voilà, mais c'est que tu peux faire tout ce que tu veux déjà. Le concept américain, c'est que tout est à portée de main si tu le veux. Donc tu peux entrer n'importe quel trick, tu peux faire n'importe quel end-drive. Si tu veux, tu peux. Tu peux te rétamer, c'est sûr, mais si tu veux, tu vas le rentrer au bout d'un moment. Et donc voir des Américains qui sont même pas capables de faire un ollie sur 3 marches, tu vois, qui vont te faire un hand-drive en blunt, tu fais mais c'est quoi ce bordel? Donc tu t'essayes. Donc je me suis essayé, puis après j'ai skaté comme un fou à New York. Je me suis blessé, l'histoire de ma vie, je me blesse assez régulièrement. Donc à l'époque, pas d'assurance, tout. Bon, je suis resté avec un poignet qui est toujours en couille, qui claque. Ouais. Ça m'a pas empêché de skater. Puis après j'ai bougé à Chicago, j'ai skaté avec les anciens de Team Alva, Stevie Dredd. Oui, je l'ai rencontré lui à Price, il bosse à Price. C'est un des propriétaires maintenant. Stevie Dredd, Jesse Newhouse. Super skater, légendaire, incroyable. Et puis j'ai rencontré plein de gens, Stevie Williams, Josh Callis. Merci Ibrahim pour toutes ces histoires. Je pense que vous avez compris que en fait, le skate c'est toute une vie, mais le plus important c'est comment on est impliqué là-dedans. Et quand on est un skater, il n'y a pas beaucoup à chercher pour être heureux, il faut faire du skate. Voilà. Donc je crois que c'est ça la morale à retenir de l'histoire. Même s'il y a des bad, des histoires qui vous arrivent, n'oubliez pas de faire du skate. Merci Ibrahim. Un plaisir. Moi, je vais faire une spéciale dédicace à toutes les personnes qui nous ont quittés et qui faisaient du skate et qui ont fait ça de leur vie. J'en ai une spéciale pour un ami que je n'oublierai jamais, Olivier Billet, qu'on appelait Livey, skater de la Défense. Un mec incroyable, qui a fait Sciences Po, qui a fait des études de ouf, poussé par sa famille, et puis lui aussi très motivé, très intelligent, qui est mort très jeune. Et le truc que je peux dire, c'est qu'au moins ils ont fait un truc qui leur a fait plaisir, où ils ont un peu oublié la société et ils ont pu profiter de la vie au maximum. Et c'est une dédicace aussi à Harold Hunter, à Keenan Hamilton et à tous les riders qui sont morts. Mais voilà quoi, Tim Broch, Christophe Betty, il y en a plein. Les noms, on peut enchaîner, mais voilà. Le plus important dans la vie, c'est la société, c'est vrai qu'on la vit, mais avant tout, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Qu'importe ce que tu fais, même si c'est collecter des timbres, fais ça avec du plaisir. C'est tout ce que j'ai à dire. Can I give you my while I'm thinking?